Ensuite, on a vu la citation de Rousseau avec le bonheur est un état trop stable et l'homme est un être trop inconstant pour que l'un convienne à l'autre. Bravo. Et moi, c'est tout ce que j'ai noté. Bah écoutez, vous avez l'essentiel. En effet, vous n'étiez pas là hier. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce qu'on peut interroger quelqu'un qui était là hier? Alors, Alex, par exemple. Alex, attendez. Alex Tranvagneux. Vous pouvez activer votre micro? Alex, je vois que votre micro est encore désactivé. Est-ce que c'est possible de l'activer pour qu'on puisse vous entendre? Non, bon, tant pis. Camille Verrier. Alors, Camille, vous avez une touche. Vous n'arrivez pas à l'activer. C'est pas grave, Alex. On va interroger Camille. Camille Verrier. Est-ce que c'est possible d'activer votre micro? Là, il est sur mute. Voilà, vous m'écrivez. Alors, essayez. On teste. Hein, c'est tout nouveau, tout ça. Bon, donc ça, c'était la première chose, le compte rendu. J'aimerais, si possible, interroger Camille. Alors, il faut paramétrer son Discord en appuyant pour parler. Voilà, très bien. Il faut appuyer, Alex. Alors, allez-y. Je vous donne la parole. Voilà, c'est dans les réglages voix et vidéo. Allez, on teste en même temps. Alors, Camille. Voilà, bravo Camille, c'est bon. Là, vous pouvez prendre la parole, allez-y. On vous écoute, Camille. Vous pouvez parler? Bon, apparemment, ça fonctionne pas. Alors, on va passer à la deuxième question. Je vous avais demandé, vous pouvez le faire par écrit, comme ça facilite aussi les choses. Je vous avais demandé de chercher des questions pour le bac. Alors, je vous écoute. Quelles sont les questions qui sont apparues? Lucie, merci Lucie. L'homme peut-il avoir accès au bonheur absolu? Évidemment, c'est un sujet qu'on va traiter. On va le traiter ensemble. On va avoir toute une partie méthode pendant ces cours via ordinateur. Donc, l'homme peut-il avoir accès au bonheur absolu? Le bonheur est-il accessible à l'homme? Et vous avez des réponses qui sont extrêmement tranchées. Par exemple, chez Schopenhauer, Schopenhauer considère que le bonheur n'est pas accessible à l'être humain. Il va écrire des phrases très violentes, très dures, en disant par exemple que toute biographie, alors à vos stylos, nous avons notre plume, Camille Verrier, notre plume. Merci Camille encore. Mais voilà, toute biographie est une pathographie. Voilà ce qu'écrira Schopenhauer. Donc pour répondre à votre question, Lucie, le bonheur n'est pas accessible à l'homme. Toute histoire de la vie d'un individu est finalement une histoire de la douleur. Toute biographie est une pathographie. Je vous rappelle que graphein en grec veut dire écrire, bios c'est la vie, et puis pathos c'est la douleur, et à nouveau on retrouve graphein dans pathographie. Aurélie Galdemar, le bonheur est-il l'objectif de l'existence humaine? Oui, le bonheur est-il la fin suprême? Alors, on va le reprendre celui-là pour le problématiser tout à l'heure, dans notre troisième travail qui consistait à rechercher une problématique. L'homme, vous avez mis l'heureux. Alors j'imagine c'est un Raphaël, c'est un lapsus. L'heureux doit-il avoir conscience de son bonheur? Donc l'homme l'homme heureux doit-il avoir conscience de son bonheur pour espérer le voir subsister? Très bonne question. Peut-on imaginer un bonheur inconscient? Le bonheur suppose-t-il la conscience de cet état? On peut peut-être le reformuler un peu comme ça. D'accord. La raison suffit-elle à nous garantir le bonheur? D'accord, c'est-à-dire on reprend un peu cette idée bonheur-vertu. Est-ce que l'homme raisonnable, seul l'homme raisonnable peut accéder au bonheur? Voilà. Alors merci Camille pour avoir pris ces notes. Marie-Amélie, tout le monde peut-il être heureux? Oui. Et le bonheur est-il réservé aux sages? Effectivement, c'est une très bonne question, ça aussi, hein, d'accord. Et puis, dans cette question, Marie-Amélie, et ça vaut effectivement pour tout le monde, on va se demander ce que signifie aussi un bonheur collectif. Vous avez, j'imagine que vous êtes au courant, au Bhoutan, vous avez ce pays qui est le Bhoutan, qui a fait du bonheur une donnée, comment dire, un objectif du pays en fait. Et du coup, ça revient à une autre question, c'est un peu lié, mais ça revient à une autre question qui est le bonheur peut-il être une considération collective, une considération politique en fait, voilà. Très bien. Alors merci pour ces questions. N'hésitez pas, là on a besoin de tester Alors on l'a fait
tout à l'heure avec Adrien, vont tester vos micros, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me demander la parole là par écrit et comme ça, on vous écoute. Voilà, alors, c'est le 18 juin, là, le jour du bac, vous aurez des questions de ce type, d'accord? Et c'est à partir de ces questions qu'il va falloir problématiser. On en vient donc au troisième exercice que je vous avais proposé. Le bonheur se confond-il avec sa propre attente? Donc, c'est un exercice de méthodologie où il s'agit de problématiser. C'est essentiel de savoir problématiser. Alors, on a dit qu'on allait rajouter le bonheur est-il la fin ultime? On allait rajouter ça pour trouver la problématique. Est-ce que vous pouvez soit proposer à l'oral votre réponse ou soit l'écrire directement donc sur la partie de cours en fait. Alors, la partie question-cours, d'accord? Qui a travaillé là-dessus? Donc, je répète le sujet. Le bonheur peut-il se confondre avec sa propre attente? Alors, Marie-Amélie, on va vous lire. Donc, le bonheur se confond-il avec sa propre attente? En d'autres termes, la satisfaction de l'ensemble de nos désirs conduit-elle à l'apparition de notre bonheur? Ou, au contraire, faut-il placer ces désirs de côté? Faut-il ne pas les satisfaire, les dépasser pour atteindre ce bonheur? Alors, c'est plutôt bien ce que vous avez fait parce que l'idée, vous avez en fait traduit l'idée d'attente par désir. Et donc, si le bonheur se confond avec sa propre attente, ça veut dire que le bonheur se confond avec le désir. Alors, faites attention parce que le petit manque de rigueur qu'il y a, c'est de confondre désir et satisfaction du désir. C'est pas la même chose, hein. Dans le désir, il y a ce mouvement. Donc, le bonheur, en fait, en gros, c'est la question qu'on a posée hier, hein. Le désir de bonheur, le désir de bonheur se réalise-t-il déjà dans le bonheur du désir? Vous vous rappelez, on avait utilisé ce chiasme. Donc, faites attention, hein, distinguez bien désir et satisfaction du désir. Voilà. Alors, on va essayer de retravailler ça. Merci Amélie pour votre participation. Marie-Amélie, pardon. Donc, le bonheur se confond-il avec sa propre attente? C'est-à-dire, en effet, peut-on confondre désir et bonheur? Est-ce que l'homme préfère la chasse à la prise? Vous pouvez vous resservir, faire une allusion à cette citation de... Alors, à vos plumes interactives et surtout... Emma Porcheron, voilà, c'est en train d'écrire. Merci, Blaise Pascal, super, c'est ça. Donc, l'homme préfère-t-il la chasse à la prise ou bien doit-on comprendre le bonheur comme la ultime, comme l'accomplissement de tous ses désirs? Donc, en fait, c'est le bonheur est-il dans le désir lui-même ou bien comme fin ultime de tous nos désirs? Là, vous avez une vraie problématique. Alors, on avait dit qu'on allait aussi travailler une autre problématique, c'était par rapport à ce qu'avait posté Aurélie Galdemar, le bonheur est-il l'objectif de l'existence humaine? Le bonheur est-il la fin ultime? Est-ce que vous pouvez proposer vos réponses ici par rapport à cette question? Comment on peut problématiser ce sujet? Le bonheur est-il la fin ultime? Alors, je vous laisse me répondre, d'accord? Toujours sur la partie question de cours. Je vous propose une première possibilité. En fait, il faut vraiment isoler l'alternative, d'accord? C'est-à-dire se demander ce qui s'offre à nous, les deux directions qui vont s'offrir à nous. Donc, de deux choses l'une. Soit vous considérez que le bonheur est le but ultime, que toutes nos actions mènent à cette fin-là. Et là, donc, dans ce cadre, vous suivez le droit fil de la pensée d'Aristote. Voilà. Donc, le bonheur, c'est vraiment la fin ultime, le but suprême, dites-le dans les termes que vous voulez. Soit au contraire, vous envisagez qu'il puisse y avoir un autre but. D'accord? Et là, tout de suite, en faisant ça, il va falloir préciser, mais en faisant ça, vous avez une problématique qui va apparaître. Alors, cet autre but, qu'est-ce qu'il peut être? Alors là, je vous demande de répondre aussi, hein. Si l'homme... Est-ce que vous pensez, à quoi on peut penser pour préciser un but qui serait encore plus profond que le bonheur? Alors, Marie-Amélie. Raphaël. Le sacrifice pour l'autre? Oui. Donc, en gros, la morale. Très bien, merci Raphaël. Bon, bah écoutez, c'est ce que fréquente. Vous êtes conscient, Raphaël, décidément. Voilà, agir pour le bonheur des autres, très bien.
Et donc, c'est ce qu'a dit Kant, en fait. Kant, si vous voulez, ça c'est très important pour tous ceux qui sont là. Vous êtes 53, merci de nous rejoindre. En fait, c'est très important de comprendre qu'au XVIIIe siècle, avec la figure vraiment emblématique d'Emmanuel Kant, vous avez une gigantesque révolution qui s'opère dans l'histoire des idées. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que depuis des siècles, en fait, depuis Aristote, on nous présentait justement le bonheur comme le bien suprême. Avec Kant, vous allez avoir un autre bien suprême qui apparaît, qui est la morale, qui est, comme vous l'avez dit, le bonheur des autres, le sacrifice pour l'autre, le développement de sa raison, puisque ça va ensemble pour Kant. Et alors là, je vais donc faire une parenthèse là-dessus pour que vous compreniez bien l'alternative qui se pose. Donc tout le monde a compris, la question c'est, le bonheur est-il la fin suprême? Aristote répond oui, Kant répond non. On est en train de développer l'idée de Kant. Kant répond non en disant c'est la morale finalement qui doit apparaître comme le bien suprême. C'est le respect des autres, c'est l'altruisme et c'est le développement de sa raison qui va avec. Alors, Kant, il va être finalement, il va faire une espèce de qui consiste à dire l'animal est doté d'un instinct et cet instinct lui permet, qu'est-ce qu'il lui permet? Il lui permet un bien-être. Bon. Et pour prolonger en fait Kant va penser l'humain non pas à partir de l'instinct mais à partir de la raison. Et en disant, est-ce qu'on a la même équation, si vous voulez, c'est-à-dire, est-ce que cette raison nous permet un bien-être accru? Est-ce que le développement de notre raison va dans le sens du bonheur? Bon, c'était le cas, je vous l'ai dit, chez les Grecs de l'Antiquité, qui pensaient que bonheur était égal à la vertu. C'est plus le cas chez Kant. Kant va repenser ce lien. Et donc, en disant, finalement, on n'a pas vraiment constaté que le développement de la raison allait dans le sens d'un bonheur accru. Alors, Kant va expliquer qu'une première étape va apparaître, qui consiste en une haine de la raison, puisqu'on continue d'avoir ce but qui est le bonheur en tête, on constate que la raison ne nous permet pas d'accomplir ce but. Alors, haine de la raison, pour ceux qui ont fait un peu de grec ou juste pour ceux qui connaissent 2-3 racines grecques, quel est le terme d'après vous, issu du grec, qui va permettre de caractériser cette haine de la raison? La raison en grec, en gros, je repose ma question, comment se dit raison en grec et comment se dit haine? Marie-Amélie? Alors, voilà, logos et la haine. Benoît, merci Benoît. Écrivez, hein, n'hésitez pas. On veut de l'interaction. Donc, logos, c'est bon, c'est la raison. Et la haine, en grec, ça se dit, oui, bravo. Misogyne, vous connaissez tous, hein, misogyne. Voilà. Donc, gyne, ça a donné le mot gynécologue. Misogyne, qui est les femmes. Et la haine de la raison, c'est la misologie. Alors, Camille, on a besoin de vous comme plume, mais je peux vous l'écrire, la misologie. Donc, c'est la haine de la raison. Donc, Kant dira, puisque la raison, en fait, ne va pas nécessairement nous conduire au bonheur, on a ce réflexe assez naturel de la haïr un certain temps et de s'en détourner. Pensez par exemple au philistinisme inculte, au fait que, en fait, on se détourne tout simplement de l'effort de penser en disant que ça ne sert à rien, en disant que ce qui sert, c'est juste la crématistique, c'est-à-dire l'épargne, c'est-à-dire le fait de s'enrichir. Alors, je vous écris le mot crématistique. Crématistique, c'est l'épargne. Hein. Voilà. Bon, mais effectivement, alors ça ne va pas durer. C'est juste quand nous disent ce moment de misologie, c'est juste un moment justement, et c'est un moment jusqu'au moment où l'homme comprendra que son but ultime, ça n'est pas d'être heureux, mais justement, c'est de déployer sa raison. Donc, comme l'avait proposé Marie-Amélie et Raphaël, déployer sa raison, comprendre que le but, que l'humain ne peut pas s'accomplir sans ce sacrifice pour l'autre et sans cette manière d'agir, je reprends littéralement vos sans cette manière d'agir pour le bonheur des autres. Alors Camille, vous nous avez fait un petit compte rendu par écrit. Donc révolution. Alors révolution des cités. Non, j'ai plus ce que j'ai dit, mais révolution. Vous pouvez enlever ça. Révolution avec la figure emblématique de Kant. D'accord. Voilà. Alors. Attendez, il y a eu beaucoup. Ah, révolution des idées, voilà, exactement. Révolution dans l'histoire des idées. Donc, j'arrivais plus à retrouver.
Ok, merci Camille pour votre intervention. Alors, tout le monde a compris, donc je vais demander à un élève de récapituler, d'accord? Donc là, on a problématisé le sujet, le bonheur est-il le but suprême? Et franchement, si vous avez un sujet sur le bonheur le jour du bac, là, bon, ça tourne beaucoup autour de ces questions, c'est une question essentielle, vous l'avez compris, hein. Alors, j'aimerais que quelqu'un intervienne à l'oral pour récapituler ce qui a été fait. On fait ça constamment puisque on brasse beaucoup d'idées, ça va vite. Alors, par exemple, Célia Materne, est-il possible que vous décochiez, enfin que vous libériez votre micro? Alexandre nous a expliqué comment faire tout à l'heure pour qu'on puisse vous entendre. Merci Célia, parfait. Vous avez la parole. Alors Célia, il y a peut-être un problème avec votre micro, on ne vous entend pas. Vous avez décoché, tout à fait, ça c'est bon. Et du coup, pour prendre la parole. Alors, regardez ce qu'a dit Alexandre. Donc du coup, dès que vous êtes prête, vous devez appuyer, c'est ça? D'accord? Il y a une touche pour appuyer pour parler. Vous choisissez en fait cette touche. D'accord? Alors, voilà. Très bien. Vous devez forcément la définir, tout à fait. Donc, on vous laisse vous préparer, Célia. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous en avez. Alors, voilà. Donc, petit exercice. On a fini ces 3 exercices. Donc, on va passer maintenant au grand 1. C'est-à-dire, on va revenir plus en détail sur la philosophie d'Aristote. Vous voyez que Kant, finalement, il se construit en opposition à cette philosophie. Donc, il s'agit de voir ce qu'il en est. Quel était le but ultime de l'homme? Pour Aristote, Alexandre, c'était le bonheur, justement, hein. La raison, c'est chez Kant. Kant nous dit le but ultime, c'est déployer sa raison. Alors, donc, du coup, le bonheur chez Aristote, effectivement, il commence par dire que ce bonheur ne peut pas exclure les biens extérieurs. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire qu'il est difficile, par exemple, pour un homme affamé d'être heureux et donc d'être vertueux. Ça ne signifie pas que le bonheur pourrait se réduire cependant à la satisfaction des besoins, ni avoir pour seule fin le plaisir. Je vais vous citer Aristote, je pense que le mieux, c'est de voir ce qu'il a écrit toujours dans cet ouvrage qui s'appelle L'éthique à Nicomaque. Alors, le grand 1, Raphaël, c'est justement le démonisme antique. C'est une manière de se plonger dans ce que signifie le démonisme antique chez Aristote. Voilà ce qu'on fait. Aristote va écrire « Un homme heureux a besoin des biens du corps, des biens extérieurs et des faveurs de la fortune pour que son activité ne rencontre pas d'entrave. » C'est toute la question de la chance, de cette étymologie dont on a parlé hier, bonheur, bonum augurium, c'est l'idée de la chance, c'est tout ce qui traite, enfin tout ce qui a trait aux augures, etc. Donc voilà ce que nous écrit Aristote. On a quand même besoin des biens du corps, des biens extérieurs, des faveurs de la fortune. Mais le bonheur, essentiellement, reste l'activité conforme à la vertu. Alors, qu'est-ce que c'est la vertu, en fait, pour un philosophe de l'Antiquité? La citation, Célia, alors, vous n'êtes pas là pour tout écrire. Je vous invite, je vais la répéter, mais je vous répète 2-3 choses aussi. En fait, enregistrer le cours, où il y a quelqu'un qui peut se charger de faire ça, ce serait vraiment très très bien. Et puis, sous la forme d'un polycopier plus tard, une fois que le cours aura été fait. Et voilà, mais je peux vous la répéter. La citation, c'est pourquoi un homme heureux a besoin des biens du corps, des biens extérieurs et des faveurs de la fortune pour que son activité ne rencontre pas d'entrave. Merci beaucoup, Alexandre. Voilà, Alexandre vous indique qu'il se sera partagé. Alors, question, c'est parti, interaction. Voilà, je me sens un peu seule sinon. Donc, en fait, le bonheur, c'est l'activité conforme à la vertu. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on peut définir la vertu d'une façon intéressante? Effectivement, faire le bien pour autrui, ça va être, bien sûr, ça définit, mais c'est un peu plat. Qu'est-ce qu'on peut dire pour définir la vertu?
Oui, Alexandre, c'est pas grave. Hier, c'était un essai. Il y a eu une petite intro aujourd'hui. Alors, définissons. N'hésitez pas à me demander la parole, pouvoir interagir. Définissons donc la vertu. Alors, Camille Verrier, Marie-Amélie sont en train d'écrire. La vertu, on peut la définir comme la recherche, chez Aristote, ça va être la recherche. Alors, la vertu, Marie-Amélie, merci. La vertu inspire, attention, il n'y a pas de à vertu, une certaine constance dans sa manière d'agir avec les autres. Oui, alors, ça m'évoque tout de suite les 4 vertus cardinales de l'Antiquité. Donc, on parle de vertu puisque le bonheur est confondu avec la vertu dans l'Antiquité. Quelles sont les 4 vertus cardinales de l'Antiquité? Je vous laisse interagir. Donc, vous avez évidemment la justice. D'accord? Faut être rapide, hein, je vais vous le dire avant, sinon. La justice, vous avez la tempérance. D'accord? Allez, je vous laisse écrire, on prendra ça après. Vous avez donc la prudence également, la phronésis. Le phronimos, c'est l'homme prudent. D'accord? Bon, je vous laisse écrire ça, on reprendra ça tout à l'heure. Mais donc, vous voyez que la vertu, finalement, vous avez donc ces vertus cardinales qui sont définies dans l'Antiquité. Et la vertu, ça va être défini par Aristote comme la recherche du juste milieu. Et le juste milieu est toujours le symbole, en fait, de l'excellence. D'accord? Voilà. Alors, donc, on va toujours faire un petit exercice minuscule, mais c'est pour bien vérifier que tout le monde est présent. On est 54. Alors, l'exercice en question, c'est, vous avez 2 excès, 2 défauts, pardon, péchés par excès. Par exemple, l'avarice et la prodigalité. Vous voyez que l'avarice, c'est le fait de ne pas savoir donner. La prodigalité, c'est le fait de finalement trop donner. Et au milieu, comment s'appelle cette vertu? Au milieu, vous allez avoir Aurélie, Marie-Amélie, évidemment, la générosité, voilà. La générosité, donc pour Aristote, la générosité va être ce juste milieu entre l'avarice et la prodigalité. Et cette excellence, elle est toujours au milieu. Les Anglais, pour dire le juste milieu, vous savez comment on dit en anglais? Il y a environ 10 manières de dire ça, et elles sont très signifiantes, elles sont très intéressantes. Les Anglais parlent de golden mean, c'est-à-dire, voilà, alors il y a l'idée de l'or. Vous voyez, c'est de l'or, ce juste milieu, c'est difficile à trouver. Et donc, on va faire un exercice inversé. Si je vous donne comme vertu le courage, finalement, si vous manquez de courage, on appelle ça, évidemment, la lâcheté, voilà, et trop de courage, ou un courage excessif, ou un courage qui vous fait prendre trop de risques. L'audace, merci Alex. Alors, peut-être, mais on ne voit pas suffisamment apparaître. Voilà, c'est ça. Merci Tanguy. Voilà, n'hésitez pas à interagir à l'oral, je répète ça depuis tout à l'heure. Vous êtes timide ou c'est difficile à mettre en place concrètement. La témérité, merci Tanguy. Donc, vous avez, pareil, cet autre exemple, le courage, qui est ce juste milieu, golden mean en anglais, ce juste milieu entre la lâcheté et la témérité. Voilà. Donc, ce juste milieu va être synonyme d'excellence morale. D'accord, c'est un sommet, c'est comme l'asymptote, voilà, qui est à la fois au milieu, il y a cette très belle image du milieu et du sommet. Et donc, ce que précisera Aristote, c'est que ces vertus ne s'acquièrent pas à la naissance, elles exigent au contraire un entraînement régulier. Et vous avez toujours cette idée que celui qui n'a jamais fait preuve de courage ne peut pas se prétendre courageux. Vous avez, alors du coup, ça nous permet d'avoir une définition ici. C'est la définition consiste à dire que la vertu, c'est la pratique réitérée du bien, ou encore l'habitude au bien, ou encore l'expression du bien dans diverses actions. D'accord? Voilà. Fais attention à tes actions car elles deviendront des habitudes. Fais attention à ces habitudes car elles deviendront des caractères. Fais attention à ce caractère car il deviendra un destin.
D'accord? Ça, c'était la grande phrase du Dalai Lama, qui commence pas par l'idée d'habitude, qui commence par l'idée des pensées. Hein. Fais attention à tes pensées, car elles deviendront des actes. Fais attention à ces actes, car elles deviendront des paroles, excusez-moi. Fais attention à ces paroles, car ces paroles deviendront des actes. Fais attention à ces actes, car ils deviendront des habitudes. Fais attention à ces habitudes, car elles deviendront un caractère. Fais attention à ce caractère, car il deviendra un destin. Voilà, alors, bon, pratique réitérée du bien. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à interagir, d'accord? Alors, le plaisir devra donc être subordonné à la vertu. Le plaisir peut également ne pas accompagner l'activité vertueuse. Et donc, l'activité vraiment noble que Aristote va avoir assignée à l'homme, c'est l'activité rationnelle en accord avec la vertu, qui seule peut lui permettre d'être heureux. C'est le bonheur du sage. Et finalement, tout à l'heure, vous me posiez la question, tout le monde peut-il être heureux? Oui, grâce à cette ascèse, grâce à cet exercice permanent qui nous conduit à la sagesse, mais personne ne peut être heureux sans déployer justement cette rationalité. Le bonheur est quelque chose qui n'est pas... c'est un mythe, l'idée de l'imbécile heureux, si vous voulez. Il y a cette idée que les deux vont ensemble, que bonheur et rationalité vont ensemble. Voilà. Alors, pour Aristote, justement, la fin des conduites humaines doit être déterminée par cette partie rationnelle de l'âme et non par ce qu'il appelle notre partie appétitive, qui est au contraire le siège du désir. D'accord? Alors, concrètement, oui, Aurélie, je vais faire un point tout à l'heure. Là, justice, tempérance, prudence, je vais les reprendre. Alors, du coup, j'étais en train de vous dire donc le but pour arriver à être heureux chez Aristote, vous avez effectivement l'activité contemplative. D'accord? C'est le courage, Aurélie. On le verra tout à l'heure. Donc, l'activité contemplative, l'activité purement spéculative du mystique, donc voilà comment on parvient au bonheur. D'accord ? Et la remarque qu'on peut faire tout de suite, c'est que cette espèce d'autarcie individuelle du contemplatif, le fait qu'il soit en fait assez isolé, en dehors de la société, l'homme est une bête ou un dieu, vous vous souvenez, on voit bien que c'est pas un genre de vie vraiment compatible avec la condition humaine. Voilà, alors on va peut-être tous devenir des contemplatifs avec le coronavirus, puisqu'on est en train d'être, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'autarcie individuelle, bon, on fait ce cours du philo, on est tous ensemble, mais en même temps, on est isolés chez nous. Donc Aristote nous dit, voilà, l'autarcie individuelle du contemplatif n'est pas vraiment compatible avec la condition humaine, ce genre de vie ne conviendrait qu'à un dieu, seul capable d'une telle indépendance, en fait. Hein. D'accord ? Donc, comprenez bien que vous avez donc cette phrase à l'arrière. En dehors de la cité, l'homme est une bête ou un dieu. Aristote dira, cette vie heureuse, elle peut aussi se réaliser par l'activité politique. Voilà. Et donc, on va ici avoir une autre dimension qui est ce citoyen scrupuleux d'enseigner la vertu, de la pratiquer et de toujours légiférer conformément à cette dernière. Et donc, rappelez-vous, à l'arrière-plan, il y a encore une autre phrase, c'est que l'homme est par nature un animal politique. En grec, je vous laisse noter, en grec, c'est cette idée du zoon politikon. Alors, on a une question de Raphaël. L'autarcie n'est pas incompatible avec les vertus elles-mêmes parce qu'il ne sera plus altruiste en restant chez lui. Effectivement, c'est pour ça que là, on parle de contemplation, mais le sage, c'est celui qui a déjà parlé. Alors, cohérent, ne vous inquiétez pas, parce que on a expliqué que le sage avait été sage à l'issue d'une ascèse, à l'issue donc d'un exercice, d'une ascèse au sens littéral du terme, et donc effectivement, il s'est exercé à la vertu, il en a suffisamment fait preuve, il en fait preuve à chaque instant, et il n'a plus besoin de cette preuve dans l'interaction avec ses semblables. Vous voyez, donc c'est l'idée qu'il est parvenu, il a bouclé la boucle, il est parvenu à ce sommet de la réalisation de lui-même et du divin en lui. Alors, merci pour votre question, Raphaël, qui visait finalement la cohérence. Voilà, il s'agit d'être cohérent.
Donc, zoon politikon, l'homme est par nature un animal politique. Et donc, ça, on le reprendra dans des dissertations à la fin de ce cours. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, le bonheur a aussi un niveau collectif, on dit. Donc, Aristote, il faut bien retenir ça. Aristote, il transpose ses analyses dans le domaine politique. Et il va souligner l'urgence pour les gouvernants d'éduquer les citoyens à plus de vertus. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport ce que l'actualité nous apprend, c'est qu'apparemment, de plus en plus de jeunes personnes sont touchées. Donc, je vous invite vraiment à respecter les mesures de prudence et à comprendre que là, c'est extrêmement important d'écouter finalement ce que Sartre nous dit, que chaque homme est condamné à chaque instant à inventer l'homme, et que finalement, il faut toujours agir en se disant « et si tout le monde faisait comme ça ?» Alors, apparemment, il y a quelques problèmes de micro. Est-ce que ça va? N'hésitez pas, pardon, à me le dire. J'essaie de parler bien. Non. Voilà. Alors, donc j'étais en train de vous dire éduquer les citoyens à plus de vertus. Et donc, il y a une élévation morale du citoyen chez Aristote qui doit prévaloir sur les autres intérêts de la cité. Gouverner signifie éduquer. C'est intéressant d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, on a l'idée d'une cité-État qui devra vivre en toute autonomie et qui doit, comprenez-le bien, c'est très cohérent aussi chez Aristote, qui doit se calquer sur le principe de l'autarcie du contemplatif. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'accord, sur la partie où vous pouvez interagir, sur la partie questions-cours. J'aimerais bien avoir votre rendu ici. Voilà. Alors, donc, la vie heureuse pour Aristote est accessible seulement à condition d'être membre d'une cité, gouvernée effectivement par des hommes vertueux et soucieux de promulguer des lois justes. On va revenir sur ce lien entre sagesse et bonheur. Le sage, c'est celui qui contemple l'éternel. Rappelez-vous, hein, le sage est l'éternel dans l'instant. Et ce qui va lui permettre de contempler cette éternité, c'est une vie de loisir. Je vous rappelle, hein, l'école a pour étymologie, scolé, ça veut dire le loisir. Donc une vie de loisir qui va véritablement incarner l'homme heureux. C'est l'idéal de la réflexion grecque, si vous voulez. D'accord ? Cette activité, alors citation à vos stylos, à vos plumes, attention Camille. Donc Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, va nous dire, toujours je cite à chaque fois cette œuvre, cette activité contemplative est par elle-même la plus élevée de ce qui est nous, ce qui est propre à l'homme. C'est donc la vie de l'esprit, puisque l'esprit constitue essentiellement l'homme. Une telle vie est également parfaitement heureuse. D'accord. Et donc, vous avez cette idée à l'arrière-plan de la contemplation de l'éternel. Voilà à quoi nous conduit la réalisation de notre nature spirituelle. Voilà. Alors, on a presque fini ce grand 1. Je peux répéter, Camille, bien sûr. Cette activité contemplative est par elle-même la plus élevée de ce qui est nous. Ce qui est propre à l'homme, c'est donc la vie de l'esprit, puisque l'esprit constitue essentiellement l'homme. Une telle vie est également parfaitement heureuse. Alexandre, il parle de l'activité contemplative, la scolée, l'école au sens étymologique du terme, et il parle de l'activité de l'esprit qui nous permet de contempler l'éternel, ce qu'Aristote appelle l'éternel. Rappelez-vous cette autre phrase qui va vous aider à comprendre, le sage et l'éternel dans l'instant. Alors, petite note avant de finir ce grand 1, la vertu, donc dans l'Antiquité, c'est le pouvoir qu'une chose a de remplir sa fonction. Je vous donne des exemples. Un homme vertueux, c'est un homme qui remplit parfaitement son rôle de citoyen. Par exemple, grâce à des qualités intellectuelles. Donc, la sagesse, la prudence, des qualités morales, la justice, la tempérance, le courage, des qualités physiques, par exemple la beauté. Et donc, ce sont ces vertus qui font son excellence. Et ce sont ces vertus
qui font justement donc son bonheur. Alors, Célia, apparemment votre micro fonctionne, donc écoutez, juste pour, c'est simplement dans un souci technique. Est-ce qu'on peut vous écouter, Célia? Oui. Bravo, merci beaucoup. Parfait. Alors, donc, très chers élèves, nous avons terminé le grand 1, d'accord? Donc, je vous rappelle que le grand 1 avait pour objectif de mieux comprendre la vie d'Aristote et la manière dont l'Antiquité pensait le bonheur. Donc là, on a fini, d'accord? Alors, à partir de là, tout commence. C'est-à-dire que je vais vous donner, pareil, alors déjà, on va peut-être prendre 5 minutes de récréation de tout à l'heure, mais je vais vous donner un peu de temps là pour en fait récapituler tout ça, l'intégrer, me poser des questions et être capable de faire une petite synthèse. Et donc, ça permettra de citer, enfin de tester, pardon, vos micros. Alors, la citation, Camille, apparemment, il n'y a pas... vous avez le début, je vais vous la redonner, ne vous inquiétez pas. Cette activité contemplative est par elle-même la plus élevée de ce qui est nous. Ce qui est propre à l'homme, c'est la vie de l'esprit, puisque l'esprit constitue essentiellement l'homme. Une telle vie est également parfaitement heureuse. Voilà. Alors, merci Benoît, bravo. Très bien, merci. Je vais moi aussi mettre un petit pouce levé, merci Benoît. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, on a fini le grand 1, d'accord? Donc, vous remarquez que dans chaque situation négative, je vous invite à voir les choses positives, c'est-à-dire que là, on est 56 depuis 9 heures, voilà, on est assez nombreux et on a des avantages finalement à faire court comme ça. C'est-à-dire qu'on peut aller plus vite, vous le remarquez, on peut enregistrer. Moi, je vais même vous envoyer par photo les citations. On fera comme ça, je vous les enverrai. Ça ira. Voilà, on améliore au fur et à mesure. Très bien. Alors, vous l'avez compris. Maintenant, c'est à vous de. Alors, je dis pas que vous travaillez pas jusqu'à présent, mais je vais vous donner la parole. Donc, prenez 5 minutes pour récapituler tout ça, me poser des questions, interagir, et ensuite je vous écouterai, d'accord? Il est 10h02, vous avez donc 5 minutes. Voilà, à tout à l'heure, à tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous interroger directement. Donc, ici, je vais interroger, par exemple, alors attendez, soyez pas timide, hein. Par exemple, Nawid, voilà, Nawid Fayaz. Alors, il faut que vous enleviez votre micro. Enfin, pardon, non, il faut que vous décochiez, voilà, il faut que le micro devienne actif et vous appuyez sur une touche que vous avez choisie. Nawid, vous êtes toujours, vous ne pouvez pas parler là. Voilà, là c'est parfait. Alors Nawid, il faut parler un peu plus fort s'il vous plaît. Je parle normalement là. C'est parfait, on vous entend très bien. Alors, vous nous faites un compte rendu du grand temps. Imaginez, voilà, pour ceux qui arrivent, là, on est 57, un de plus. Un petit compte rendu. Il faut que vous mainteniez la touche appuyée. Ah oui, le grand temps, il commençait que sur... Ce qu'on a fait aujourd'hui. on avait fait un lien entre le désir et le bonheur et on avait parlé de l'hédonisme et de l'édémonisme. Et on avait vu que l'hédonisme, c'est le fait de satisfaire, enfin de satisfaire que les désirs et que c'est plutôt la philosophie de Calliclès. Oui. Alors que l'édémonisme, c'est plutôt la philosophie d'Aristote. Et ça passerait plus sur une recherche du bonheur. Et ensuite, on a vu qu'Aristote y rattachait plus le bonheur au bien suprême, que ce serait la finalité suprême, alors que ensuite on a vu que au XVIIIe siècle, ce n'est plus la fin suprême et que c'est plus le fait de contribuer au bonheur des autres, la fin suprême par Kant.
La morale, en gros, oui. On avait pris cet exemple, tout à fait. Et on avait que Kant, il disait que pour, contribuer au bonheur des autres, il fallait d'abord passer par un misologisme où il faut. Alors attention, misologie. Alors vous pouvez pas faire un néologisme ici. C'est-à-dire, Kant parlera d'un certain degré de misologie. D'accord? Et après, on a commencé à définir la vertu où, pour Aristote, la vertu, c'est la recherche du juste milieu. Et on avait illustré cela avec l'avarice et la prodigari. Enfin, je sais plus, c'est le contraire de Prodigalité. la prodigalité. Voilà. Et le juste milieu, ici, ce serait la générosité. Ce serait ni trop donné, mais non, pas non plus pas donné, en fait. Mm-hmm. Et ensuite, on a commencé après à parler. On est revenu après sur Aristote, qui après lui parlait plus de, je sais pas, d'une activité contemplative pour arriver au bonheur, mais qu'on avait que c'est plus trop compatible. Enfin, c'est pas très compatible avec la nature de l'homme parce que lui il doit, parce que la contemplation, c'est un peu, c'est une activité un peu individuelle et que du coup c'est plus compatible avec la condition humaine qui doit vivre en société. Mm-hmm. Et on a vu aussi, par exemple, pour illustrer cela, que dans la cité, l'homme c'est soit une bête, soit c'est un dieu. Voilà. Et je crois que c'est tout. Mm-hmm. C'est super, Nawid. Merci beaucoup. Voilà, très bon compte rendu. Donc ça fonctionne très bien. Vous voyez les micros, etc. C'est vraiment une application qui fonctionne pour ce qu'on est en train de faire. On a 4 plumes. Alexandre, Aurélie, Camille et Lucie. Super. Merci. Alors oui, donc vous avez vu, pas d'inquiétude, les notes, elles sont mises après dans le résumé de cours, donc vous aurez tout le support écrit. Ça a des avantages, hein, je le disais tout à l'heure. Voilà. Alors, on va maintenant passer au grand 2, d'accord? Et donc, on va s'intéresser à l'hédonisme d'Épicure. Bon, alors, donc vous l'avez compris, l'hédonisme, c'est cette doctrine qui fait du plaisir le souverain bien. Et c'est cette doctrine qui fait du plaisir la fin de la vie. Épicure, par exemple, il écrit « Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse ». Il écrit ça dans la lettre à Ménécée. Ménécée étant un de ses disciples. Alors, on a affaire à un hédonisme particulier puisqu'il s'agit d'un hédonisme ascétique. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier, hédonisme ascétique? Ça signifie finalement, on peut le résumer avec une déclaration d'Épicure qui disait « Avec un peu de pain et d'eau, je rivalise de félicité avec les dieux ». Donc vous vous rappelez, ascétisme, ça vient du grec askésis qui veut dire exercice, et donc c'est l'exercice qui consiste à prendre plaisir à partir de petites choses, se contenter de peu. Donc je vous redonne la phrase que vous pouvez noter ici, et je le rappelle, vous l'aurez après en support écrit. Avec un peu de pain et d'eau, je rivalise de félicité avec les dieux. Donc c'est vraiment la question, comment être heureux? Merci Benoît. Comment être heureux avec peu de choses? On vit dans des sociétés où on a l'habitude de satisfaire très facilement un grand nombre de désirs, on a l'habitude de transformer nos désirs en besoins. Et Épicure, il nous ramène avec l'idée, voilà, j'ai vraiment besoin de peu de choses pour être heureux. Bon, alors, il y a une précision importante à donner, c'est que dire que le plaisir est le bien suprême, le souverain bien, le but de la vie, ne signifie pas que tous les plaisirs sont souhaitables. D'accord? Alors, je vous donne un autre passage. Lors donc que nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des prodigues et des plaisirs de sensualité, comme le croient ceux qui nous ignorent, ou s'opposent à nous, ou nous entendent mal. Mais nous parlons de l'absence de douleur physique et de l'ataraxie de l'âme. Alors, vous voyez que là, Épicure va être précis en disant ce qu'il entend. C'est vraiment cette idée d'hédonisme ascétique négatif, absence de douleur physique finalement. On le comprend ici. Alors, je tiens à faire une remarque. Bon, on l'avait vu avec Sartre pour ceux pour mes élèves au lycée. Sartre, il a eu besoin d'écrire L'existentialisme est un humanisme en 1943 pour répondre à des attaques qu'il avait eues et parce qu'il a compris qu'il avait justement été très mal compris. Alors,
si vous voulez, ici c'est un peu la même chose avec Épicure. Il nous dit, comme le croient ceux qui nous ignorent, il voit bien que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et vous savez bien que on s'est moqué des, enfin vous le savez peut-être pas, mais je vous l'apprends là, on s'est moqué des pourceaux d'Épicure, c'est-à-dire on l'a représenté comme comparé à un porc, les pourceaux, d'accord. Bah, tout simplement parce que on pensait il allait prôner une vie de débauche et que cette manière de donner de l'importance au plaisir, ça signifiait finalement une vie complètement dépravée, complètement, si vous voulez, sans aucun repère. Enfin voilà. Alors, il va être très précis. Il nous dit, je continue de parler d'ataraxie de l'âme, d'absence de trouble, et en aucun cas, on a quelque chose qui correspond à la fin de la raison. Il est nécessaire de faire un calcul, si vous voulez. Il faut rejeter parmi les désirs ceux dont la réalisation va procurer davantage de désagréments que de satisfaction. Prenez l'exemple d'une drogue. Sur le moment, vous allez ressentir un certain plaisir, d'accord, mais effectivement, ce sera suivi d'un déplaisir important, la sensation de manque, etc. Au contraire, prenez l'exemple de l'effort. Sur le moment, vous allez peut-être ressentir de la douleur, mais le plaisir sera le plaisir le sentiment de la réussite sera effectivement bien plus grand. Donc Épicure nous dit, on a toujours un lien avec la raison, avec la rationalité, on a un calcul, et donc il va y avoir, c'est à partir de là, vous comprenez mieux en ce sens, d'où nous vient la hiérarchisation des désirs, la classification hiérarchisée des désirs. Tout simplement, 3 sortes de désirs apparaissent à l'issue de ce calcul. Alors là, vous connaissez évidemment les désirs naturels et nécessaires. Il faut régler ces désirs sur la nature. Et c'est pour ça que le sage sait se contenter de plaisirs qui vont le rendre parfaitement satisfait, qui sont calqués sur la nature. Un estomac ne peut pas manger plus vous ne pouvez pas manger plus que ce que votre estomac peut contenir. Donc il y a cette idée de la juste mesure, de la juste proportion dans la nature, et précisément peut-être aussi du juste milieu. Alors, les désirs naturels et non nécessaires supposent un calcul prudent. Vous allez comparer, en fait, ça reste mathématique. Vous comparez la quantité de souffrance et de plaisir qui va résulter de la satisfaction de ces désirs et vous vérifiez s'ils participent à augmenter ou non votre bonheur. Et donc, c'est seulement dans le cas où le plaisir l'emporte qu'il va être opportun de les satisfaire. Donc, prenons l'exemple de l'amour, d'une relation amoureuse. Bon, la question se pose de savoir si la personne avec laquelle vous êtes va vous entraîner dans des tourments infernaux, dans un cercle de dépendance, ou si au contraire, c'est une relation très épanouissante. Vous voyez, donc c'est l'exemple de l'amour ici correspond au désir naturel et non nécessaire. Et Épicure va être très ferme, par exemple, en ce qui concerne la gloire, et il nous dira, si tu veux être heureux, il faut lutter avec fermeté contre ce souhait-là. Rappelez-vous bien, le sage, il ne souhaite pas la gloire, il s'en fiche complètement. Donc, ces désirs vont être compris comme pathogènes. Ils mettent en danger l'équilibre de l'âme, ils sont la cause de nos tourments, si vous voulez. Et les souffrances qui vont être infligées, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer, que ces souffrances, par exemple la jalousie à laquelle vous vous exposez, devant des choses comme ça, le fait que vous entrez dans un cercle vicieux, vous êtes ixion attaché à une roue qui ne cesse de tourner, toutes ces souffrances qui vous sont infligées sont incommensurables. Elles n'ont pas de commune mesure, elles sont incommensurables avec le peu de plaisir que vous allez trouver. Donc c'est pour ça, si vous voulez, c'est ça la raison pour laquelle le vrai bonheur va consister dans la paix de l'âme, que rien ne vient troubler. Et Marie-Amélie, hier, c'est la première fois que je n'écorche pas votre nom. Marie-Amélie, vous nous parliez de cette idée vous avez fait une remarque qui touchait à cela. La paix de l'âme, l'absence de trouble et donc l'ataraxie. Voilà. Donc le sage épicurien vise le bonheur, mais il vise l'apaisement du corps, la sérénité de l'esprit. Voilà cette idée. Je termine avec une phrase de Nietzsche très poétique et vraiment très belle qui parle de quelqu'un d'apaisé justement, mais de quelqu'un qui n'a pas toujours été apaisé. Et il écrit la phrase suivante, il dit « C'est le bonheur d'un œil qui a vu s'apaiser sous son regard la mer de l'existence,
la mer, l'océan, hein, et qui maintenant ne peut pas se lasser de contempler la surface de cette mer, son épiderme multicolore, tendre et frissonnant. Il n'y eut jamais auparavant pareille modestie de la volupté. Alors, je vais la répéter. Je suis bien d'accord avec vous. Les phrases comme ça, il faut les répéter. Ne serait-ce que pour les apprendre, pour en voir aussi tous les trésors. Alors, écoutez bien, c'est le bonheur d'un œil qui a vu s'apaiser sous son regard la mer de l'existence et qui maintenant ne peut pas se lasser de contempler la surface de cette mer, son épiderme multicolore, tendre et frissonnant. Il n'y eut jamais auparavant pareille modestie de la volupté. J'adore cette phrase pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime beaucoup l'expression modestie de la volupté. C'est joli, hein, c'est cette idée, voilà, celui qui est heureux, il va pas être dans la vantardise, il va pas fanfaronner là-dessus. C'est finalement très sobre comme état. Hein, c'est un peu plus vous en parlez, moins vous l'êtes. Donc il y a un état sobre, il y a cette modestie de la volupté. Belle formule. Bon, ça c'est intéressant. Et il y a autre chose qui semble essentielle dans cette phrase. Alors, n'hésitez pas à écrire, hein, je ne vois pas trop écrire, mais n'hésitez pas à proposer vos remarques. L'autre chose essentielle, c'est en fait la question de la surface. Vous voyez, Nietzsche nous parle de quelqu'un qui est amoureux des surfaces. Et peut-être qu'on peut se dire aussi, ça va... Alors déjà, ça va avec l'idée être superficiel par profondeur. Nietzsche était fasciné par les Grecs parce qu'il nous disait les Grecs, ils sont amoureux des drapés, des surfaces, il y a ce culte du corps et en fait, ils ont été superficiels par profondeur. Voilà. Nietzsche va critiquer l'esprit de sérieux qui vise toujours à creuser, à réaliser des introspections et il nous dit mais soyez amoureux des surfaces, soyez amoureux en fait, c'est une manière de nous dire voyez la richesse de la vie telle qu'elle est et déjà contentez-vous de la surface, soyez amoureux des surfaces, de cet épiderme multicolore, tendre et frissonnant. Jamais il n'y eut pareil modestie de la volupté. Je vous invite à lire les auteurs dans le texte, hein. C'est par exemple Nietzsche, voilà, c'est important. Très bien. On a fini ce grand 2. En fait, c'est un cours en 5 parties. Donc, c'est des parties qui peuvent être parfois assez courtes, comme vous le voyez ici. Alors, c'est l'occasion de reprendre ça, de vous écouter. Merci Benoît, vous êtes plume à nouveau, nous avons 5 plumes. Voilà, donc vous prenez quelques instants pour me poser des questions, n'hésitez pas, des questions, des remarques, des ajouts, des compléments, ce que vous voulez. Et puis aussi, le fameux moment synthétique. Voilà. Alors, je vous laisse un peu moins de temps que tout à l'heure, mais juste 2 minutes et on en reparle après. Alors, Benoît, vous me demandez pour la citation. Un œil qui a apaisé sous son regard, alors sous son regard, pas de E, la mer de l'existence ENCE, et qui maintenant ne peut pas se lasser de contempler la surface de cette mer, son épiderme. Alors, il manque multicolore, tendre et frissonnant. Il n'y eut jamais auparavant pareille modestie de la volupté. C'est donc presque ça, Benoît. Voilà. Alors, je vous laisse 1 minute ou 2. Alors, je vais commencer à vous écouter. Apparemment, Emma a une remarque. Le cours de ce soir sera-t-il la continuité de ce cours ? Je dois aller en maths, donc au revoir. Oui, vous m'aviez prévenu, Emma, oui, je me souviens. Bon cours de maths, alors. Donc, le cours de ce soir, on va voir... Oui, c'est Nietzsche, Alexandre. On va voir comment on fonctionne, parce qu'en fait, vous comprenez bien, quand on a plusieurs classes, finalement, on fait le même cours. Et là, je me disais, c'est l'avantage de pouvoir... apparemment, il y avait une proposition de faire une petite chaîne YouTube à partir de ça et de pouvoir l'écouter. Donc, si ça fonctionne très bien... Le cours de ce soir, en fait, c'est juste, faudra réécouter ça. En plus, il y a un conseil de classe qui est prévu à 16h30 avec une autre application. Bon, on verra. Voilà, donc j'ai répondu à votre question, Emma. On verra, ça dépend de la possibilité de le faire techniquement. Voilà. Alors, je vous écoute. Qui veut prendre la parole ? Donc, vous voyez que dans les salons textuels, il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Un chat public, vous pouvez discuter entre vous, les règles et infos, les polycopiés du cours et le résumé du cours.
les questions de cours. Donc, on étoffe au fur et à mesure. Alors, je vais interroger quelqu'un. Alors, par exemple, Anouk. Anouk Poignant, est-ce qu'on peut faire un essai micro? Donc, vous enlevez la caractéristique mute, vous appuyez sur une touche de votre choix. On va vous expliquer. Bien, Ario. Alors, compte rendu de ce qui a été dit jusqu'à présent. Anouk, vous n'arrivez pas à décrocher votre micro. Bon, alors Danaï, on va essayer avec Danaï. Alors, Danaï, s'il vous plaît. On est 61, donc 4 élèves nous ont rejoints. Danaï, je vois que là, vous ne pouvez pas parler. Est-ce que c'est possible de vous écouter? Alors, je demande au modérateur d'expliquer à Danaï, s'il vous plaît. Est-ce que... Voilà, Danaï, c'est bon. On peut vous écouter, vous appuyez sur une touche. C'est bon? C'est parfait, Danaï. Bravo, bonjour. Bonjour. Alors, petit compte rendu, si possible, sans lire vos notes, juste de mémoire, pour rappeler à ceux qui viennent d'arriver ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui, donc on a parlé de l'hédonisme, donc la philosophie d'Épicure. Le démonisme, attention. Hein. Enfin, pardon, non, l'hédonisme, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, l'hédonisme se base sur l'absence de douleur pour atteindre donc l'ataraxie de l'âme. Donc, c'est une philosophie qui privilégie le plaisir, mais pas n'importe quel désir. Il fait une classification des désirs, donc ceux qui sont souhaitables et ceux qui sont non souhaitables. Après, donc on pense souvent que la philosophie d'Épicure se passe pas sur la raison, mais c'est pas vrai, parce que du coup, cette classification-là, il y a certains désirs qui donc sont éliminés. Et après, on a parlé aussi de Nietzsche, qui est des Grecs, donc, qui disait qu'ils étaient officiels par profondeur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Danae. Votre micro fonctionne très bien. C'est parfait. Merci. Vous pouvez vous remettre du coup en mute. Voilà. Alors, merci. On va passer donc au grand 3. Donc, n'hésitez pas à interagir, je le rappelle, à l'écrit, à l'oral. Alors, le grand 3, c'est autour du bonheur chez les stoïciens. Avec cette idée supporte et abstiens-toi. La béatitude, puisqu'il est question de ça, chez les stoïciens, elle ne s'obtient que grâce à une indifférence absolue vis-à-vis des événements du monde. Voilà, donc je citais tout à l'heure Marie-Amélie, c'est la diaphoria dont il avait été question hier, la belle indifférence du sage. Et Épictète, par exemple, qui est l'un des représentants du stoïcisme, écrivait qu'il n'y avait qu'une route vers le bonheur, c'était de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Je vous répète la phrase. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. C'est dans les entretiens qu'Épictète a écrit. Entretiens au pluriel. Voilà. Alors, vous connaissez tous l'amor fati, qu'on a traduit classiquement par l'amour du destin. On peut résumer la philosophie stoïcienne justement dans cette formule de l'amor fati. C'est, si vous voulez, c'est une adhésion à la fatalité, qui est censée éviter aux stoïciens l'inquiétude et la souffrance. Alors, on rejoint à nouveau cette opposition entre désir et bonheur, puisque le désir, c'est l'inquiétude qu'un homme ressent en lui-même par l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir si elle était présente. D'accord ? Mais le bonheur, justement, est exempt de toute inquiétude. Et vous voyez que c'est effectivement extrêmement difficile lorsque se produisent des événements tragiques de mettre en application ce précepte. Mais pour la philosophie stoïcienne, ça reste possible. Ça reste une possibilité. Voilà. Donc, c'est pour ça, par exemple, si on prend l'exemple du coronavirus, on peut à la fois être extrêmement prudent et respecter les règles de prudence, être ce phronimos dont nous ont parlé les anciens, cet homme prudent, sans
tomber dans l'inquiétude extrême. On peut être en paix tout en étant prudent. Voilà. Donc, du coup, il y a à chaque fois cette idée, comment je réagis aux événements extérieurs. Et l'expérience, je vous le rappelle, comme le disait Huxley, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive. Voilà, donc extrême prudence et paix dans le même temps. Voilà ce que nous dit la philosophie stoïcienne. C'est une manière de dire, c'est pour ça que c'est très beau et c'est très puissant, c'est une manière de dire que la volonté peut maîtriser les pensées, les désirs et les sentiments. Il ne faut pas, si vous voulez, vous laisser gouverner par des sentiments, par des désirs, par des pensées. Vous pouvez les maîtriser, d'accord? Et donc, vous pouvez, déjà pour cesser de les subir, il faut les observer. Observez vos pensées, voyez dans quelle direction elles vous mènent, et à partir de là, reprenez le contrôle. Voilà, alors, vous le remarquez, les stoïciens vont distinguer les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Voilà. Donc, et par exemple, quand vous désirez des biens qui ne sont pas de votre ressort, c'est là que vous allez vous exposer au pire des convenus. Déjà, vous risquez de ne pas les obtenir, ou bien, si vous les obtenez, vous risquez de les perdre aussitôt. Et c'est donc la raison pour laquelle les stoïciens nous disent « accepte les péripéties », accepte les vicissitudes de l'existence. Les vicissitudes, c'est finalement, ça peut se caractériser comme une série d'événements négatifs. Accepte ce que tu ne peux pas changer et efforce-toi par ta volonté de dominer tes sentiments. Voilà, sois maître de toi-même. Alexandre Archuelos, je me souviens de cette citation, vous aviez cité le Bouddha, celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui est le maître du monde. Évidemment, c'est l'évidence même, c'est très difficile de maîtriser ses pensées, mais c'est le but de la méditation. Vous savez que dans le cadre de la méditation, la pensée est une espèce de nuage dans un ciel qui ne doit pas en contenir. Le sage est sans idée, d'après Confucius, rappelez-vous bien de ça. Donc, à partir de là, il faut comprendre cette volonté qui peut dominer nos pensées, nos sentiments, d'accord? Alors, j'avais une citation en tête qui me semble essentielle à donner ici. C'est Marc Aurèle, dans, non pas les pensées, là c'est Pascal, mais dans les pensées pour moi-même, qui va écrire une phrase très forte, qui va dire « Donne-moi la force d'accepter ce que nous ne pouvons changer, le courage de changer ce qui peut l'être, et la lucidité d'en faire la différence. » Je répète, donne-moi la force d'accepter ce que nous ne pouvons changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la lucidité d'en faire la différence. Alors pour ceux qui m'ont en cours, vous le savez, j'aime beaucoup tremper notre plume dans l'encrier de la vie. Donc là, si on prend l'exemple du coronavirus, on voit que voilà, apparemment, il y a des choses qu'on va pas pouvoir changer. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir changer grâce à nos actions. Actions où chaque individu doit se comporter comme s'il était l'humanité tout entière, d'accord? Et il faut pas oublier ce que nous a dit Sartre. Et puis lucidité d'en faire la différence. Voilà. Merci Benoît pour nous avoir retranscrit cette phrase magnifique. Donne-moi la force d'accepter ce que nous ne pouvons changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la lucidité d'en faire la différence. Marc Aurèle, dans Les pensées pour moi-même. Voilà. Alors, l'indifférence du sage, on parle depuis tout à l'heure de la diaspora. L'indifférence du sage, c'est le but même de la philosophie stoïcienne. Il faut s'exercer à cela. Rappelez-vous, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis rappelez-vous, mais en tout cas, on peut se souvenir de Diogène qui s'exerçait à cette indifférence. Il y a toujours cette idée de la philosophie comme exercice, comme boîte à outils, c'est ça que je trouve aussi très intéressant. Et en fait, il voulait devenir indifférent au jugement des autres. Il avait décidé de s'accrocher une sardine au bout d'un fil pour être délibérément, pour que tout le monde se moque de lui, et pour qu'il devienne au fur et à mesure insensible à la moquerie. Hein, on a tous envie d'atteindre cet état où finalement le regard des autres ne nous gêne absolument plus. Bon, et ben en fait, Diogène, il se livrait à ce type d'exercice. Il se baladait dans les rues d'Athènes avec sa sardine au bout d'un fil. Les gens se moquaient de lui. Et son idée, c'était de dire, mais moi, je n'ai pas à changer. Que j'ai une sardine au bout d'un fil ou que je fasse autre chose, je suis toujours Diogène. Donc, vous pouvez vous moquer de moi. Ça ne changera rien pour moi. Donc, je vous invite
peut-être pas à vous accrocher des sardines au bout d'un fil, mais en tout cas à comprendre que l'enfer c'est les autres, ça, comme l'a écrit Sartre, ça signifie cette situation de trop grande dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis du regard d'autrui. Bon, alors, comme je vous le disais, l'indifférence du sage, c'est le but même de la philosophie stoïcienne. Une fois que vous êtes parvenu à cet état qu'on peut qualifier d'apathique, mais dans le très bon sens du terme, l'âme du stoïcien, ou de l'élève stoïcien, on est peut-être tous des élèves stoïciens, est purifiée des passions, des émotions, des sentiments qui pouvaient en menacer la quiétude. D'accord ? Comme le disait Kant, si l'émotion est une ivresse, la passion est un fleuve qui creuse son lit de plus en plus profondément. Donc, vous êtes, à partir du moment où vous accédez à cette indifférence, vous êtes purifié de sentiments, de passions, d'émotions qui pouvaient en menacer la quiétude. Merci Alexandre, merci de rétablir cette conversation philosophique, ce dialogue philosophique. Si on ne dépend plus du regard des autres, est-ce qu'on ne vit pas dans la solitude? Je vais vous répondre par citation interposée comme d'habitude. Schopenhauer, il disait « Le solipsiste est un fou enfermé dans un blocos imprenable ». C'est-à-dire celui qui vit vraiment seul, le solipsiste, est un fou enfermé dans un blocos imprenable. Donc finalement, il ne s'agit plus de dire ne pas avoir d'interaction avec les autres. Bien sûr qu'on a besoin d'interagir, bien sûr que l'autre, c'est ce médiateur indispensable entre moi et moi-même. Là, il faut être fidèle à Sartre, je pense. L'autre, c'est l'alter ego, c'est ce moi qui n'est pas moi. Ce sont de très belles phrases qui résume vraiment très bien, je trouve, l'interaction à l'autre. Mais si vous voulez, ce sont deux choses différentes. Dépendre du regard des autres et interagir avec l'autre, il me semble qu'il faut faire la distinction. Et n'oubliez pas aussi cette idée qui me semble également essentielle. C'est seulement lorsque vous avez un rapport puissant à vous-même, lorsque vous vous connaissez puissamment vous-même, que vous pouvez aussi puissamment interagir avec quelqu'un. Il me semble que ça marche dans ce sens aussi. D'accord ? C'est-à-dire que l'autre est un médiateur indispensable entre vous et vous-même. Vous avez besoin de l'autre pour vous connaître, mais en même temps, plus vous vous connaissez et plus vous serez capable de créer des interactions puissantes avec quelqu'un. Oui, alors Blockhaus, merci Benoît, mais Blockhaus, attendez. Hein, voilà. Le solipsiste, avec un T, est un fou enfermé dans un blocos imprenable. C'est beau, hein, c'est voilà une citation. Alors, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser quelqu'un qui n'a plus d'interaction avec autrui. Hein. Merci beaucoup pour votre question, Alexandre. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire qu'on était libéré des sentiments, des passions et qui pouvaient menacer notre quiétude. Là aussi, ça ne veut pas dire libérer des sentiments, des passions et des émotions tout court. C'est juste l'idée qu'une âme libre et heureuse, c'est une âme sans passion qui nous trouble, et c'est une âme capable de s'émouvoir, capable d'accepter les aléas de l'existence. Mais on ne perd pas complètement cette capacité à l'émotion. Quoi qu'on puisse peut-être voir deux branches au sein de la philosophie stoïcienne, l'une qui condamne complètement l'émotion et l'autre qui va simplement condamner les émotions qui troublent. Alors, c'est pour ça qu'Épictète va écrire une phrase essentielle, enfin qui me semble essentielle, qui dira « Il ne faut pas demander que les événements arrivent comme mais il faut les vouloir comme ils arrivent. Ainsi, ta vie sera heureuse. » Voilà, c'est ça l'amor fati, hein. Non pas demander que les événements arrivent comme tu le veux, mais les vouloir comme ils arrivent. Ainsi, le cours de ta vie sera heureux. Alors, je vais vous poser une question littérature. Quelle est la figure de style? J'ai posé la même question hier, vous remarquez qu'en fait ça revient souvent en philosophie. Quelle est la figure de style présente dans cette citation? Je vous répète la phrase. Il ne faut pas demander que les événements arrivent comme tu le veux, mais il faut les vouloir comme ils arrivent. Ainsi, ta vie sera heureuse. Alors, je vous laisse répondre à cette question. Pensez aussi à une définition de la liberté. Merci Raphaël, un chiasme, bravo. Alors c'est scientifique, hein, ils sont aussi très très littéraires. Oui, donc être libre, c'est pas faire ce qu'on veut, mais vouloir ce qu'on fait. Ça aussi, hein, ça semble être une très bonne définition.
Épictète, Camille, Épictète. Donc, ça s'écrit comme ça. Non pas faire ce qu'on veut, mais vouloir ce qu'on fait. Faire ce qu'on veut, ça caractérise quel terme correspond à faire ce qu'on veut. Alors, je vous laisse écrire. Hein. Voilà. Alors, vous avez cette phrase. Donc, non pas demander que les événements arrivent comme tu veux, mais vouloir comme il arrive. Et le cours de ta vie sera heureux. La licence, Marie-Amélie, faire ce qu'on veut, c'est la licence. Vouloir ce qu'on fait, c'est la liberté. On peut peut-être faire cette distinction. Bon, alors, changer ses désirs, c'est en effet plus facile que de modifier le cours des événements en sa faveur, ce qui est peut-être tout simplement impossible. Et rappelez-vous, hein, Descartes, on parlait de Descartes tout à l'heure, René Descartes, dont l'anagramme est tendre de caresse, je le rappelle. Si vous voulez, on fera une session, ou quelques minutes réservées aux anagrammes. J'ai une grande passion pour ça. Voilà. Les anagrammes des philosophes, par exemple, le commandant, enfin, attendez, c'est Claude Lévi-Strauss a des avis culturels. Bon, à chaque fois, ça donne des choses. Donc, j'étais en train de vous dire, donc distinction entre liberté et licence. Donc, faire ce qu'on veut, vouloir ce qu'on fait. Et il ne faut pas demander que les événements comme tu le veux, mais les vouloir comme ils arrivent, le cours de ta vie sera heureux. Et j'étais en train de vous dire que Descartes avait été très fortement marqué par le stoïcisme. Et ça se retrouve notamment lorsqu'il dit ne cherche pas, cherche plutôt à changer tes désirs plutôt que l'ordre du monde. Voilà. Alors, on peut poser, on peut à partir de là poser tout un ensemble de choses. Se demander déjà comment changer ses désirs. D'accord ? Et puis, écoutons ici Épictète qui nous reparle du bonheur, et ça va nous aider ici. Il nous dit « Le bonheur ne consiste point à acquérir et à jouir, mais à ne pas désirer, il consiste à être libre. » On peut se demander si finalement on ne va pas aboutir, à force de vouloir ce qui est, à une négation même du désir. Est-ce que l'essence du désir, c'est pas finalement de ne pas du tout se contenter de ce qui est et de vouloir profondément le changer? Alors, et donc je vous redonne la réponse d'Épictète. Le bonheur ne consiste point à acquérir et à jouir, mais à ne pas désirer, car il consiste à être libre. D'accord ? Et donc, la liberté, rappelez-vous, hein, ce n'est pas la satisfaction des désirs, mais c'est la destruction du désir dans ce cadre-là. Alors effectivement, ce qui est très intéressant ici, c'est que la philosophie va résonner avec la spiritualité, avec le bouddhisme, par exemple. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Peut-être vous connaissez Mathieu Ricard, l'interprète français du Dalai Lama. Alors, on lui demande une question toute simple. On lui dit... C'est un journaliste qui lui pose une question. Décidément, on trempe notre plume dans l'encrier de la vie. Alors, le journaliste lui dit « Faut-il avoir tout pour être heureux ?» Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Alors, je me dis, le mieux, c'est de vous demander un petit travail, là, plutôt que de vous livrer la réponse tout de suite. On va faire comme si c'était une dissertation pour le bac, et on va commencer à noter je vous demande de commencer à noter des réponses. Je vous redonne le sujet. Faut-il avoir tout pour être heureux ? Voilà. Imaginez qu'un journaliste vous pose la question. Qu'est-ce que vous lui répondriez ? On verra tout à l'heure la réponse de Mathieu Ricard, l'interprète français du Dalai Lama. Alors, il est 10h46. Je vous laisse 5 minutes pour répondre à ça. Et on se retrouve juste après. Voilà. À vos plumes, à vos stylos. Vous pouvez écrire directement sur la partie questions-cours, sur votre brouillon, c'est comme vous voulez. Il en faut peu pour être heureux. Alors, Raphaël, plutôt que de citer Balou dans le livre de la jungle, on va citer, tout à l'heure, on a cité Aristote, avec un peu de pain et d'eau, je rivalise de félicité avec les dieux. Je vous conseille plutôt, c'est la même idée, je suis d'accord, mais... Voilà, super. Alors, je vous laisse 3-4 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, alors nous reprenons donc. Apparemment, il y a des réponses. Alors, Alexandre. Non, attendez, où est-ce que ça démarre ? Donc, se détacher de la valeur des choses pour y être un bien en soi. Ça commence où ? Attendez. Non, car si on possède tout, on ne peut plus désirer, et le désir est l'essence de l'homme, d'accord ? Celui qui a tout ne manque de rien.
et ainsi ne peut se rendre compte de la valeur de ce qu'il possède. C'est bien aussi. Alors, je ne pense pas réellement qu'il ne peut pas se rendre compte de la valeur de ce qu'il possède parce qu'il n'a pas forcément manqué de rien tout au long de sa vie. Oui, assez intéressant ça, l'idée d'une comparaison, d'une expérience. C'est toujours la richesse de l'expérience. Rien ne peut remplacer l'expérience. Et Nietzsche nous dit, dans la préface du Gai Savoir, je ne sais si ce que ce livre contient de vécu pourra être partagé à quelqu'un qui n'est pas passé pour une expérience analogue. C'est vraiment, vous voyez, hein, la nécessité de l'expérience. Intéressant. Se détacher de la valeur des choses pourrait être un bien en soi. Le principe de la diaphoria, l'indifférence du sage. Cependant, s'il a travaillé toute sa vie à tout acquérir, cela va peut-être lui manquer. D'accord? Proust sans eux, Raphaël. Le désir fleurit avec un T, la possession flétrit avec un T. C'est le dynamisme du désir qui donne un goût au monde. Bien, mais elles sont très bien vos phrases, vos remarques. D'accord, merci d'avoir alimenté ces questions de cours. Alors, je vous ai promis, pour terminer, la phrase effectivement que va répondre, enfin, c'est même pas une phrase, c'est un roman, que va répondre Mathieu Ricard. Alors, on lui demande, rappelez-vous, faut-il avoir tout pour être heureux? Avoir tout pour être heureux est une expression qui porte en elle le germe de sa propre destruction. Avoir, on peut cesser de posséder d'un moment à l'autre. Tout, pour peu qu'il en manque un morceau, le château de cartes s'écroule. Du coup, on vient d'en faire. Nous aspirons tous au bonheur, mais nous nous y prenons mal. L'envisager comme la matérialisation de tous nos désirs et passions, et surtout le concevoir uniquement sur le mode égocentrique, c'est confondre l'aspiration légitime à la plénitude avec une utopie qui débouche inévitablement sur la frustration. Selon le bouddhisme, le bonheur authentique, qu'on appelle sukha, est essentiellement un état intérieur et non la réalisation de désirs illimités tournés vers l'extérieur. Certes, il peut être influencé par les conditions extérieures, mais il n'en dépend pas. S'il trouvait sa source au dehors, le bonheur serait à jamais hors d'atteinte. Nos désirs sont sans limite, et notre contrôle du monde partiel et temporaire. Si, au contraire, le bonheur est une manière d'être, un état d'esprit, rien de ce qui est extérieur ne peut faire obstacle à sa réalisation. Voilà la réponse que vous aurez tout à l'heure par écrit grâce à notre modérateur. Bon, alors c'est une sacrée réponse. Alors, je vous invite, ça me plairait bien d'avoir des retours là-dessus. Ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire des retours par écrit, par oral, excusez-moi. Donc prévenez-moi hein, si vous le souhaitez. Bon, vous voyez, c'est très puissant. Alors c'est vraiment cette idée. Moi, j'insiste sur une chose, c'est que pour un bouddhiste, finalement, être heureux, ça consiste à être libéré de beaucoup d'illusions, et notamment l'illusion de la séparation. Et c'est une manière aussi de comprendre que vous ne faites qu'un avec tout ce qui vous entoure. C'est le but de l'existence des sadhus en Inde, qui font vœu de pauvreté, qui sont habillés de orange et qui, toute leur vie est tournée vers le fait de faire corps avec ce qui l'entoure, de trouver cet état de conscience où il y a une égalité parfaite, une identité parfaite entre eux-mêmes et le monde qui les entoure. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée d'avoir déchiré le voile de Maya, le voile de l'illusion, le voile de la séparation. L'illusion, je dis illusion au singulier, mais en fait c'est plutôt au pluriel, hein, puisque le sage, il est à la fois libéré de l'illusion du temps, vous vous rappelez, il est l'éternel dans l'instant, selon Aristote, il est libéré de l'illusion de la séparation, il est libéré de l'illusion de la mort, enfin, il y a beaucoup d'illusions qui ne le touchent plus, d'accord? Il s'est réalisé, voilà. Et voilà ce que veut dire s'être réalisé. Bon, donc un état d'esprit. Si vous voulez que je vous relise le passage, n'hésitez pas, vous me l'indiquez là sur la partie questions-cours, je vous lis au fur et à mesure. Si vous avez des commentaires, c'est pareil, on les intègre. Très bien. Alors, Camille, oui, relecture, hein, c'est ce que j'étais en train de me dire. Une relecture va nous faire du bien. Le journaliste, rappelez-vous, faut-il, pas un journaliste en forme, hein, faut-il avoir tout pour être heureux? Avoir tout pour être heureux, réponse de Mathieu Ricard, avoir tout pour être heureux est une expression qui porte en elle le germe de sa propre destruction. Avoir,
on peut cesser de posséder d'un moment à l'autre. Tout, pour peu qu'il en manque un morceau, le château de cartes s'écroule. Du coup, on vit un enfer. Nous aspirons tous au bonheur, mais nous nous y prenons mal. L'envisager comme la matérialisation de tous nos désirs et passions, et surtout le concevoir uniquement sur le mode égocentrique, c'est confondre l'aspiration légitime à la plénitude avec une utopie qui débouche inévitablement sur la frustration. Selon le bouddhisme, le bonheur authentique ou sukha est essentiellement un état intérieur et non la réalisation de désirs illimités tournés vers l'extérieur. Certes, il peut être influencé par les conditions extérieures, mais il n'en dépend pas. S'il trouvait sa source au dehors, le bonheur serait à jamais hors d'atteinte. Nos désirs sont sans limite et notre contrôle du monde partiel et temporaire. Si, au contraire, le bonheur est une manière d'être, un état d'esprit, rien de ce qui est extérieur ne peut faire obstacle à sa réalisation. Voilà. Merci Camille d'avoir proposé cette relecture. Alors, on va terminer sur vos remarques. Merci beaucoup Marie-Amélie. Donc, bon, on était... apparemment, vous êtes 63 en ligne. Bon, je pense que tous les élèves de TS1 étaient présents. En tout cas, je vous vois dans les salons vocaux. Alors, est-ce que vous avez envie de faire des remarques? Il est 11h, donc finalement, nos horaires, c'est 9h, 11h. Hein, c'est les sonneries non plus courts. Enfin, hier, d'ailleurs, on s'est quitté sur un morceau de guitare qui a fait office de sonnerie. Merci à Paul. Donc, je vous lis, je vous écoute. Vous n'avez pas compris ce qu'est l'amor fati. Bien sûr, Aurélie, je vais reprendre. Alors, n'hésitez pas, hein, écrivez toutes vos questions, j'y réponds, c'est le petit moment des questions. L'amor fati, c'est l'amour du destin. C'est l'amour de ce qui est. C'est le fait, non pas vouloir que les choses arrivent telles que l'on veut, mais telles qu'on le veut, voilà, mais les vouloir telles qu'elles arrivent, en fait, c'est ça. Hein. Et c'est comme ça, d'après Épictète, que le cours de notre vie sera heureux. D'accord. On avait dit l'homme libre, c'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais c'est celui qui veut ce qu'il fait. Et là, c'est pareil. C'est pas vouloir que les événements arrivent tels qu'on le veut, mais les vouloir tels que ces événements arrivent. Et le cours de notre vie sera heureux. Alexandre, vous voulez jouer du piano, mais avec plaisir. Moi, je vous ai promis un morceau de guitare pour le dernier cours coronavirus. Voilà, c'est pas forcément moi qui vais jouer, mais j'ai un musicien à la maison. Donc, en gros, je vous écoute, Alexandre, on vous écoute. On finit en musique. Est-ce qu'il y a peut-être il y a une question d'abord. Nawid, le solipsiste, c'est un fou enfermé dans un blocos imprenable. Ça veut dire quoi, solipsiste? Ça veut dire quelqu'un d'absolument seul, qui n'interagit aucunement avec quoi que ce soit, qui est vraiment enfermé dans sa bulle, si vous voulez, et qui peut pas en sortir. D'accord? Je ne joue pas du piano, mais je peux mettre de la musique. C'est moins bien. Mais on n'a pas un musicien là. Mais sinon, oui, c'est une très très bonne idée. On va se quitter en musique, ça fait son petit effet, on s'améliore chaque jour. Alex, il joue, ouais, mais peut-être qu'il a pas envie, Raphaël, donc en fait, on va pas le forcer. Donc, en effet, voilà. Alors, je vous laisse la main, c'est vous qui décidez. Suspense entier, suspense quasi insoutenable. Est-ce qu'on va avoir un morceau de la part d'Alex? On ne sait même pas quel Alex, en fait. Est-ce que c'est Alex Tranvagneux ou Alexandre Arjuelos? On ne sait pas. Vous pouvez appeler Paul, Thomas, Denis, peut-être, mais peut-être qu'il n'a pas envie non plus. On ne sait pas. Benoît, il joue. Peut-être vous allez nous faire un concert. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai un gros suspense là. Hein. Donc, vous coupez l'enregistrement du cours. Non, on enregistre la musique même à la fin. Attendez. Et on finit par une citation. On va dire, pour chaque cours coronavirus, il y a une citation. Également, sans la musique, la vie serait une erreur. Alexandre, il faut pas oublier ça. Hein. Donc, on va intégrer la musique au cours et je vous écoute. Du coup, je vous laisse vous organiser. Puis, si on entend du silence, ce sera bien aussi. Ce sera un silence éloquent. Voilà. Donc, vous pouvez pas mettre la musique et enregistrer en même temps. Alexandre? Ouais. Ok, je vous laisse vous organiser. D'accord, mais ok, coupez dans ce cas.
C'était Paul, merci Paul. Paul Chevalier, bravo. Ce soir, y a-t-il cours de 1h à 17h? Très bonne question Aurélie. J'hésitais parce que bon, on l'a fait hier, mais oui, on va dire, ah quoique, non, j'ai conseil de classe. Donc non. En fait, ce qui va se passer, c'est que les cours, ils reprennent. Écoutez, suivez l'actualité, là, enfin l'actualité des cours philo coronavirus. Enfin, il faut qu'on le renomme, on va pas s'appeler comme ça. Mais suivez bien parce que ça dépend des prouesses techniques. C'est-à-dire que si le cours est en ligne pour cet après-midi 14h, ben, je vais pas le refaire de 14 à 16 une deuxième fois. Il s'agira juste de le réécouter pour je parle donc des TS2, d'accord? Merci Alex. Et du coup, à partir de là, je suis déconcentrée par la petite vidéo qui a été. Oui, donc à partir de là, en fait, si ça fonctionne très bien, ben voilà, le cours, vous allez avoir. Enfin, je crois qu'il a déjà été mis en ligne. Ça sera mis sur YouTube et voilà, on s'organise comme on peut. Et à 17h, je serai en conseil de classe. Normalement, on va tester une autre application qui s'appelle VIA. Voilà. Écoutez, en plus, voilà, vous devez appuyer pour activer le micro, Paul. OK. C'est quoi la chaîne YouTube? Il faut demander au modérateur pour l'instant. Voilà. D'accord? Écoutez, merci de votre attention. Voilà, j'ai vu que tous les élèves de TS1 étaient là. Comment on accède à VIA? Comment on a les horaires du conseil? Oui, mais Camille, c'est juste pour les profs. VIA, les élèves sont pas là. Donc ça, c'est voilà. Je vous dis ça, je devrais même pas vous en parler, mais c'est juste. Oui, mais il n'y a pas de délégué dans ce conseil de classe. C'est un conseil un peu spécial. Il y a juste les profs, le proviseur, voilà. Ok. Alors, si vous avez d'autres questions, j'y réponds avec plaisir. On va pas tarder à se quitter. Donc, on se retrouve quand? C'est ça la vraie question en fait. Donc, on se retrouve demain. Il y a des ateliers philo. Ce sont des ateliers méthode, d'accord? Donc, de 10 à 12. Et en fait, on travaille la méthode principalement. Donc, je vous donne plein d'exercices, des petits exercices, et on travaille comme ça. Je vous invite à venir à ces ateliers, même pour ceux qui viennent pas d'habitude. Comme ça, là, vraiment, je vous coach pour le bac. C'est le principe du coaching, en fait, d'accord? Très bien. Le prochain cours en tant que tel, il a lieu de 11h à midi mercredi. Donc, venez demain de 10h à midi. Venez nombreux, invitez qui vous voulez. Et on peut être jusqu'à 99. Et mercredi, donc 11h midi. OK? Alors, vos questions. Est-ce que vous pouvez mettre une pièce jointe pour imprimer le cours directement? Ça, faut demander, Nawid, faut demander au modérateur, d'accord? Voilà. Alors, question de Raphaël. Bon, en tout cas, alors, peux-tu créer un salon horaire ou un truc comme ça? Ok. Écoutez, on va pas tarder à se quitter là, donc voilà. Écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de travailler comme ça. Il nous restera un grand 4 et un grand 5. On fait ça mercredi, puisque demain, c'est donc la partie méthode. Voilà, écoutez, vous pouvez réécouter ce cours. L'avantage, c'est ça, c'est que vous voyez, il y a un rythme, on coupe pas ce rythme et vous réécoutez de votre côté. Et je rappelle vraiment, suivez vraiment les préconisations. Vous faites ça pas forcément pour vous, mais pour d'autres personnes. Et c'est vraiment essentiel. Voilà. Donc, prudence extrême et calme extrême. OK? On va être philosophe chacun là. Et c'est ce genre de choses qui nous permet de mettre en œuvre toute la philosophie qui se loge à l'intérieur de nous. Très bien. Je remercie le modérateur. Et puis, je vous remercie tous. Et je vous dis donc à demain pour les ateliers méthodes de 10h à midi. Voilà. Bonne journée. Bon travail.